réglementaire. Donc, la table ronde va se dérouler très simplement. Nous allons avoir 3 interventions successives. Tout d'abord, de Pierre-Benoît Joly, qui, je ne dirai pas sur ce que les uns et les autres vont dire. Comme ça, vous aurez la primeur de ce qu'ils vont dire. Donc, Pierre-Benoît Joly, qui est économiste et sociologue. Ensuite, la parole sera donnée à Jean-Hugues Trouvin, qui est on va dire pharmacien de formation. Nous terminerons par Dominique Debié, qui est une représentante des associations. Et nous sommes heureux de la présence d'une représentante des associations parmi nous. Alors, sciences réglementaires sous tension, pourquoi traiter de ce thème dans une journée consacrée à la sécurité sanitaire? Tout d'abord parce que, au-delà du vocable de sciences réglementaires, on aurait pu parler aussi de sciences régulatoires, si on voulait traduire peut-être de l'anglais la regulatory science, même si en français on n'aime pas beaucoup le terme régulatoire, mais parce que les frontières de cette science, même si elles sont définies, peut-être ne se limitent pas uniquement à la dimension réglementaire comme on va le voir. Et cette question de la science régulatoire n'est pas une question nouvelle. Peut-être qu'en France, nous la traitons de manière renouvelée, mais c'est une question qui est au cœur d'un certain nombre de réflexions depuis déjà au moins une vingtaine, voire une trentaine d'années, avec des travaux produits à la fois par des chercheurs de différents domaines, en sociologie des sciences, en sciences politiques, en droit, en particulier aux États-Unis, mais aussi un certain nombre de professionnels issus des agences qui, sur la base de leurs pratiques, font des états des lieux, pointent un certain nombre de problèmes. Et si nous avons voulu mettre l'accent sur les tensions, c'est que nous pensons justement qu'il y a un certain nombre de pratiques, d'expériences qui sont aujourd'hui accumulées et qui montrent les difficultés parfois des agences de régulation, des agences d'expertise et de régulation à répondre pleinement aux problèmes qui se posent. Je ne vais pas faire un panorama de ces problèmes, on va les aborder. Ces problèmes concernent aussi bien l'usage des savoirs académiques, c'est-à-dire la différenciation qui a pu s'opérer dans le temps entre ce qui est produit dans la recherche scientifique et la manière dont c'est réapproprié dans les décisions. On va parler cet après-midi en particulier des perturbateurs endocriniens et peut-être comment ils perturbent en quelque sorte nos agences d'expertise et de régulation, mais on va aussi aborder un certain nombre de cas dans cette table ronde. D'autres questions, et on l'a vu avec l'intervention précédente, concernent les méthodologies même d'évaluation des risques, avec des cadrages qui ont été mis en place il y a un certain temps, sur la base d'un certain nombre de pratiques, de tests, de manières de faire, qui datent parfois des années 70-80, et qui ne permettent pas pleinement de saisir certaines dimensions d'incertitude, que les preuves qui sont produites ne satisfont pas pleinement un certain nombre d'acteurs, et donc la question de weight of evidence, etc., qui est aujourd'hui au cœur des réflexions d'un certain nombre d'agences internationales, montre qu'il est nécessaire de revoir ces méthodes-là. Et peut-être aussi un autre aspect qui est que ces tensions sont aussi liées à des tensions politiques, des tensions, on a abordé les industriels, les relations qu'ils peuvent avoir avec les agences de régulation, mais aussi des mobilisations associatives qui peuvent mettre à mal ce que font les agences en pointant certaines des limites de leur travail. Et dans une situation peut-être où les enjeux économiques sont devenus plus importants, où les conflits d'intérêts sont encore plus pointés par les associations, ces questions justement de renouvellement de la manière dont on organise l'expertise et la régulation font forcément l'objet d'une réflexion renouvelée. Je m'arrêterai là, je donne tout de suite la parole à Pierre-Benoît Joly pour une dizaine de minutes pour un point de vue. Oui,
marche ou non? Il faut que j'appuie quelque part peut-être? Non, ça marche. Ah non, celui-là n'a pas l'air de marcher. Sinon, ça doit marcher. Ouais, ça sera peut-être plus simple. Merci beaucoup Soraya pour cette introduction. Merci au programme Princeps pour cette invitation. Je vais commencer en fait par compléter ce qu'a dit Soraya pour situer la science réglementaire. En fait, l'expression science réglementaire apparaît aux États-Unis dans les années 1970. Donc c'est un phénomène qui est assez ancien, mais finalement pour des historiens très récents. Et il me semble que le concept n'est pas complètement installé en France ou en Europe. Preuve en est la difficulté de traduction. Est-ce que c'est sciences réglementaires? Est-ce que c'est sciences régulatoires? Et quand on regarde effectivement dans les agences, etc., quand on fait une recherche de mots-clés, l'expression est très peu utilisée en réalité. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas complètement partagé. Alors moi j'ai repris, je vais peut-être un peu couper l'herbe sous les pieds de l'intervenant de la FDA de cet après-midi, mais j'ai repris la définition de la FDA, juste pour situer les choses et pour montrer effectivement comment on peut envisager la science réglementaire. La science réglementaire, alors c'est quelque chose que vous trouvez sur le site de la FDA, hein. La science réglementaire est une discipline scientifique. Donc j'insiste bien sur discipline scientifique, qui consiste dans le développement et la mise en œuvre de méthodes scientifiques, d'outils, d'approches et d'autres procédés pertinents dérivés de différentes disciplines scientifiques. Donc il y a cet aspect effectivement interdisciplinaire ou intégration de connaissances, différentes disciplines scientifiques utilisées en support de la réglementation et d'autres objectifs politiques. Donc ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'on situe la science réglementaire comme une discipline scientifique, ce qui, du point de vue de la sociologie des sciences, n'a rien d'évident. Donc les travaux en fait, qui ont été réalisés sur la science réglementaire, effectivement principalement dans les pays anglo-saxons, je songe notamment aux travaux de Sheila Jasanoff ou de Alan Irwin, mais bon, en France, les travaux de collègues dont certains sont ici, ou de Olivier Boraz ou David Demortin, ont mis l'accent sur les différences entre sciences réglementaires et sciences académiques. Et sans vous ennuyer avec ça, je reprendrai en fait 3 éléments qui me semblent importants. Le premier, c'est les finalités. La science réglementaire est guidée par une finalité. Parfois, on appelle aussi mandated science. Donc, c'est une science qui est sous commande parce qu'il faut résoudre certains problèmes. Donc ce n'est pas une science qui est purement cognitive, qui poursuit des objectifs purement cognitifs, mais elle est là pour résoudre des problèmes qui sont identifiés. Deuxièmement, les lieux de production. En fait, quand on songe à la science académique, le lieu de production, c'est le laboratoire de recherche. Pour la science réglementaire, c'est évidemment le laboratoire de recherche, mais aussi les agences réglementaires, qui sont un lieu extrêmement important. Et le travail qui est fait dans les agences réglementaires est tout à fait différent du travail qui est fait dans les laboratoires, bien évidemment, mais aussi les entreprises, mais aussi les cabinets de conseil. Donc il y a tout un écosystème en fait, qui produit la science réglementaire, qui est beaucoup plus diversifié que celui qui produit la science académique. Et puis enfin, les normes de preuve sont... Alors, évidemment, on peut dire en science, les normes de preuve sont hétérogènes, mais pour la science réglementaire, elles sont encore différentes. Et la norme de preuve, en fait, elle est d'une certaine façon autoréférentielle, parce que ce que produit comme les preuves qui sont produites par la science réglementaire le sont par rapport à des lignes directrices qui sont créées par la science réglementaire. Et tout cela est enchâssé dans la réglementation. Donc il y a quelque chose qui est assez particulier. Donc je voulais donner ces éléments de contexte pour en venir en fait aux questions des tensions. En fait, il y a de nombreuses tensions qui s'exercent sur la science réglementaire. Il se trouve que je suis depuis peu au conseil scientifique de l'ANSES et je vois effectivement l'une des tensions, c'est le travail. C'est-à-dire il y a énormément de choses à faire avec des moyens qui sont, somme toute, limités. Donc c'est vraiment, il y a une tension pour les agences qui est extrêmement importante. Mais la tension sur laquelle je voulais peut-être insister et qui est assez évidente, et je pense que il faut s'y arrêter, c'est la question de la crédibilité, bien évidemment. Et cette crédibilité, elle ne s'exerce pas comme pour la science académique, principalement par rapport
aux pairs, donc par rapport aux spécialistes de la discipline, elle s'exerce par rapport en fait à une série d'acteurs très diversifiés, y compris effectivement les publics, les médias, etc. Et donc l'épreuve de crédibilité pour la science réglementaire, elle est absolument cruciale. Une science réglementaire qui n'a pas de crédibilité, elle ne sert pratiquement à, enfin pas à grand chose, je dirais pas à rien, mais bon voilà. Donc ça c'est pas un problème qui est récent. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions, plutôt sur l'expertise dans les années 1990, au moment de la crise de la vache folle. Et la question de la crédibilité, elle était sur la table. Et la crédibilité de l'expertise, cette crise de l'expertise s'est transformée au niveau européen en crise politique. Donc il y a des effets qui peuvent être extrêmement importants. Donc à la fin des années 90, en fait, on a songé à des réformes structurelles qui pourraient effectivement résoudre ces problèmes, dont le problème de crédibilité. Les maîtres mots, ça a été l'indépendance de l'expertise, la compétence de l'expertise et la transparence. C'est vraiment ce qui a guidé les réformes. Anthony Humphrey en a parlé pour l'IMEA, mais c'est vraiment ce qui a été fait au niveau européen et au niveau français, et avec la loi sur la sécurité sanitaire de 1998, mais les équivalences marchent au niveau européen. 20 ans après, quand on regarde ça, on peut se dire, mais finalement... est-ce que ça marche? Bon, en fait, quand on voit la fréquence des crises, on peut se dire, bon, en fait, pas tout à fait, quoi. Hein. Donc, je ne vais pas reprendre la série de crises, et je pense qu'on en parlera. Donc, il y a vraiment, encore aujourd'hui, un problème, et donc, on ne peut pas dire, en fait, que les solutions qui ont été travaillées à cette période, les solutions institutionnelles essentiellement et organisationnelles, soient satisfaisantes. Alors, je vais prendre quelques minutes pour illustrer en fait ces propos à partir d'un cas qui est extrêmement actuel, qui est le cas du glyphosate. Parce que je pense que, enfin là, il y a là un élément extrêmement important. Je pense qu'il va marquer le domaine de la science réglementaire et de l'expertise par l'ampleur, effectivement, des discussions qu'il provoque. Hein. En parallèle, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de monde ici, mais donc il y a eu des auditions au Parlement sur ces questions. Donc il y a vraiment un problème politique qui est posé sur la table. Et avec les Monsanto Papers, en fait, c'est pas très nouveau en fait pour les chercheurs qui s'intéressent à cela. Ce qui est nouveau, c'est l'écho dans les arènes publiques de ces problèmes. Donc on sait depuis un moment qu'il y a ce qu'on appelle les marchands de doute. Donc on a le livre de Oreskes et Conway sur ces questions. Et donc il y a des entreprises systématiques en fait qui visent à diminuer la crédibilité et la légitimité de la production de connaissances à des fins de régulation publique. Donc c'est documenté pour le tabac avec les travaux de Proctor, pour le tabac, le changement climatique, les pesticides avec les travaux de Oreskes et Conway. Je crois que par rapport à la façon dont on envisage l'indépendance, essentiellement à partir de la notion de lien d'intérêt et de conflit d'intérêt, en fait, ça nous conduit à vraiment... Ce qui est en cause, c'est la crédibilité du socle de connaissances sur lequel on s'appuie pour prendre des décisions. Et là, ce n'est pas une révolution copernicienne, mais en fait, je pense toute la communauté est en trouble profond sur cette question. Donc il y a vraiment là une épreuve de crédibilité, pas simplement en fait des agences, mais de tout le système en fait de production de connaissances, de tout l'écosystème. Alors juste pour finir là-dessus, si on va un peu plus loin en fait dans l'histoire du glyphosate, bon vous savez tous, c'est public donc et on en parle beaucoup, donc mais je vais le résumer à ma façon. Donc la question qui se pose, c'est celle de la cancérogénicité du glyphosate, avec la rupture qui a été produite avec la publication de l'évaluation
du Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS, qui classe donc le glyphosate en 2A, c'est-à-dire cancérigène probable. Pas possible, probable. Hein. Donc, je rappelle, il y a un A, donc c'est avéré, un B, c'est presque avéré, enfin, c'est plus précis, mais 2A, c'est probable, et 2B, c'est possible. Bon. Donc, sur ces entrefaites, au moment de renouvellement de l'autorisation du glyphosate. Donc, c'est un moment critique pour tous les utilisateurs et tous les producteurs. L'Europe demande en fait une expertise, et c'est l'agence allemande qui fait l'expertise, le BfR, et l'agence ne fait pas le même classement et considère que le glyphosate n'est pas cancérigène. Donc l'ANSES a produit un rapport dans des conditions très rapides là-dessus, avec un groupe de travail. Vous pourrez évidemment compléter. Indiquant que les expertises divergent. Pour quelles raisons? Parce que le socle de connaissances qui a été pris en compte n'est pas le même, premièrement, et ensuite le cadre d'interprétation n'est pas le même non plus. Alors, j'en reviens à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que on peut parler d'évidence et de fait, mais en sciences réglementaires et en expertise, il n'y a d'évidence et de fait que du point de vue de protocoles, de lignes directrices qui ont été créées à partir d'un certain état des connaissances. Pour le glyphosate, la grosse impasse, c'est les effets cocktails, en fait. Hein. Une des différences dans les études, c'est le fait que le CIRC prend en compte des études qui ne correspondent pas au protocole d'autorisation des pesticides et en fait qui prennent en compte des formulations complexes. Vous savez que tous les pesticides, tous les herbicides, la plupart des pesticides sont utilisés pas simplement purs, mais avec des formulants. Pour les herbicides, en fait, c'est des mouillants, c'est ce qui permet à la bouillie de bien adhérer aux feuilles. Bon, et c'est essentiel. Et certaines études qui ont été écartées par le BfR, parce qu'elles ne correspondent pas au protocole et parce qu'il y avait insuffisance d'informations du point de vue de l'expertise européenne, sont les études qui regardent effectivement cet effet cocktail, cet effet formulation. Quand on en discute avec les experts, ils disent « mais si on commence à regarder les effets cocktails, on est foutu ». Parce que c'est une très grande complexité. Et déjà, vous prenez... c'est entretien, hein, je veux dire. Vous prenez un dossier de pesticides, c'est plus long que cette table. Donc, s'il faut commencer pour les pesticides à prendre les... Bon, donc on voit bien qu'il y a vraiment un problème d'inertie des lignes directrices, hein, de définition des lignes directrices, et puis ensuite un problème de réalisation. Et bon, voilà, donc je ne veux pas être beaucoup plus long là-dessus, mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas dire le glyphosate est cancérigène, on ne sait pas. Donc le CIRC l'a classé cancérigène, mais voilà, ça dépend effectivement du type d'étude et du type d'interprétation que l'on prendra. Si j'ai peut-être 2 minutes en plus, je vais finir sur... quelque chose qui est plus dans ma zone de confort, en fait, c'est, vous avez vu peut-être, pour ceux qui ont lu les Monsanto Papers, en fait, que Stéphane Foucard parle de l'affaire Serralini en décrivant les coulisses, effectivement, d'un torpillage. Bon, alors, tout ce qu'il dit est réellement accablant, et je pense que c'est documenté. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que Serralini n'a rien prouvé. Et quand on discute avec les experts du domaine et des experts indépendants, ils disent l'étude de Serralini, c'est un scandale, la façon dont elle a été conduite. C'est vraiment... voilà, donc je pourrais en parler un peu plus, mais faites-moi confiance, c'est quand même dans la communauté, ça a été vraiment quelque chose qui a été très mal accepté, indépendamment de ce qu'a pu faire Monsanto. Bon. Simplement, Serralini, ce qu'accorde à reconnaître beaucoup de collègues toxicologues, c'est il ne donne pas les bonnes réponses, mais il pose des questions qui sont de bonnes questions. Donc la question, c'est
pourquoi, et à commencer par l'INRA, hein, je suis chercheur à l'INRA, pourquoi la recherche publique n'a pas, sur ces questions qui sont quand même des questions importantes, fait ce type d'études avant Serralini. Pourquoi? Une des explications, c'est parce que nos collègues, et indépendamment de Monsanto, ne croient pas que l'on puisse travailler avec des méthodes scientifiques sur cette question et ne croient pas qu'il y ait un risque de cancérogénicité. Donc il y a vraiment un cadre cognitif qui est très fort et qui fait qu'on n'est pas allé regarder là. Voilà, donc je veux finir là-dessus, mais c'est pour dire simplement qu'on a regardé dans les années 90 ces questions avec la compétence et une conception assez étroite de l'indépendance de l'expertise. Je pense qu'aujourd'hui, notamment avec les Monsanto Papers, on est conduit à élargir le cadre d'analyse. Merci. Merci Pierre-Benoît. Donc là, on a une série de questions et d'éléments à rediscuter. Sans tarder, je passe la parole à Jean-Hugues Trouvin. Bien, merci. Donc, on va changer de domaine hein, du risque environnemental vers le médicament. Et après la présentation de Tony Humphrey, qui était aussi directement liée aux médicaments. Donc, c'est plutôt effectivement comme pharmacien que je prends la parole ici dans cette table ronde. Mais c'est surtout comme ancien réglementaire, si on peut m'appeler comme ça, pour avoir travaillé pendant presque 20 ans dans les différentes agences françaises ou à l'agence européenne, autour de l'évaluation du médicament. Alors l'évaluation du médicament, c'est effectivement un rôle de réglementaire, hein, nous sommes une agence réglementaire, mais l'évaluation du médicament, c'est aussi une étape nécessaire finalement à une décision réglementaire qui va octroyer une AMM, qui va la modifier, qui va même éventuellement contraindre à retirer l'AMM et donc l'exploitation d'un médicament. Et donc, clairement, l'évaluation reste une démarche scientifique. Donc, c'est en cela que, pour moi, réglementaire, science réglementaire et évaluation sont trois termes qui sont absolument liés. Je ne vois pas un évaluateur au sein des agences, en tout cas pour le médicament, et on vient de le voir avec M. Joly pour le glyphosate et pour tous les autres risques environnementaux. Il faut un minimum de socle de connaissances scientifiques pour participer à l'évaluation. Donc pour moi, le terme de science réglementaire, c'est plutôt la science au service du réglementaire pour éclairer des décisions, un peu comme l'a défini effectivement Tony tout à l'heure. Et je suis plus en faveur, moi, de la définition proposée par l'EMA, mais bon, peut-être parce que je suis européen aussi, mais plutôt que par la position ou la proposition de la FDA. Donc pour moi, très brièvement, en termes de sciences réglementaires et d'évaluation, je rappelle que c'est faire appel à des méthodes scientifiques. Quand même, ce ne sont pas même les sciences qui vont vous imposer les fameux guidelines, les fameux guidelines, les fameuses normes et comment dirais-je, normes et protocoles qu'il faut savoir étudier avant d'arriver à une décision scientifique. Donc pour moi, ce sont bien les sciences qui vont forger les décisions réglementaires et qui même forgent la démarche réglementaire de l'évaluation avant d'atteindre la fameuse décision. On pourrait prendre tous les exemples. Monsieur Joly vient de rappeler l'exemple de la vache folle et de la crise de la vache folle qui a non seulement impliqué le domaine agroalimentaire, mais ne l'oublions pas, nous avons, et je salue la présence d'Annick Alperovitch dans la salle, nous avons eu aussi dans le domaine du médicament, eh bien, une énorme débat et nécessité d'acquérir des connaissances de plus en plus importantes autour de cet agent, parce que non seulement il atteignait le cheptel, certes il était britannique au départ, désolé Tony, mais voilà, le cheptel britannique, mais en plus, nous avons eu un passage de la barrière d'espèces jusqu'à l'homme. Et donc là, de nouveau, les sciences
en commençant par les biostatistiques, par l'épidémiologie, et merci au modèle d'Annick d'ailleurs qui nous a bien aidé à conduire un certain nombre de réflexions jusque dans le domaine du médicament, puisque même le domaine du médicament, à cette époque-là, était impacté par la possibilité que des matériaux bovins puissent intervenir dans la fabrication de médicaments biologiques. Et donc, nous avions une nouvelle source d'exposition de risque à travers des médicaments. Donc, juste sur cet exemple qui est en plus dans deux domaines différents, de l'agroalimentaire, de l'environnement et maintenant du médicament, on s'aperçoit que les éléments de dialogue restent les éléments purement scientifiques. Alors maintenant, on parle de la science réglementaire, une science sous tension, pour reprendre le titre de la table ronde. Alors, de quelle tension parle-t-on? Alors, moi, je vais me prendre la tension du point de vue de l'évaluateur, c'est-à-dire l'obligation, j'allais presque dire, de moyens que l'on a vis-à-vis de la santé publique, vis-à-vis de la sécurité sanitaire, de remplir notre rôle d'évaluateur du mieux possible. Alors, M. Joly nous a dit, effectivement, une évaluation qui doit être transparente, aussi complète que possible, contradictoire, de façon à ce que... donc, effectivement, l'évaluation, c'est ça. Et la science réglementaire, c'est exactement ça. Et dans le domaine du médicament, eh bien, c'est savoir évaluer dans un domaine d'incertitude, et on a déjà prononcé plusieurs fois le terme d'incertitude, dans le domaine d'incertitude le plus absolu. Impossibilité d'être prédictif, si je puis dire, par quelque modèle que ce soit. Par contre, il faut être capable, en tant qu'évaluateur, de savoir utiliser la science antérieure, donc les bases de connaissances que vous avez signalées tout à l'heure, et ensuite, avec tous les moyens que l'on a scientifiques à notre disposition, d'essayer de forger une intime conviction. Et là, je vais réutiliser un des termes de tout à l'heure utilisé par Tony Humphrey, et bien aussi sur le long terme. L'évaluation n'est pas une image à un instant donné T, mais très clairement, on démarre un cycle de vie d'un produit, un life cycle management d'un produit, et en permanence, nous devons remettre en place nos critères d'évaluation. Donc, M. Joly parlait à l'instant de ces fameux guidelines, de ces fameuses normes ou de ces fameux protocoles. Eh bien, c'est vrai que, en tout cas dans le domaine du médicament, et je ne suis pas là pour donner des leçons parce que Dieu sait si nous avons eu bien des difficultés et bien des déboires dans le domaine du médicament, je crois qu'une des grandes leçons que l'on tire des 20 dernières années, c'est que si des guidelines sont indispensables pour guider un peu le début du développement, je crois que même dans la notion d'évaluation, il faut savoir anticiper. Et dans l'anticipation, c'est justement être ouvert à toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles sources d'informations qui peuvent éventuellement nous aider à revenir en arrière sur une première évaluation. Et pour moi, c'est cette à la fois utilisation du, comme on dit dans l'évaluation, du prior knowledge, c'est-à-dire de la connaissance antérieure, et surtout de ce souci permanent de l'anticipation, de la détection de nouvelles technologies. Et encore une fois, la présentation de Tony était intéressante, de voir qu'une agence réglementaire comme le EMA, bon, après les premières années où manifestement englués dans les dossiers qui arrivaient et qui n'ont pas cessé d'arriver, eh bien, au bout d'un certain temps, il a fallu dire on va prendre un temps de ce temps de travail pour écouter justement les futurs porteurs de futurs projets, les porteurs de nouvelles technologies, pour voir ce que ces technologies peuvent à la fois nous aider à progresser dans l'évaluation, mais peuvent aussi nous donner comme source de risques potentiels. Donc voilà, brièvement pour moi, science réglementaire égale évaluation, ça c'est absolument clair, et dans l'évaluation, c'est être capable de se servir des connaissances passées et être capable, autant que faire se peut, d'être aussi prédictible que possible sur les sciences futures et de voir comment, avec un système de convolution-déconvolution, j'allais dire, on peut arriver à progresser dans les connaissances pour, in fine, éviter les crises. Mais finalement, on s'aperçoit que les crises, pour moi, et pour terminer là-dessus, sur la science réglementaire, il y a deux types de crises.
La première crise, c'est l'accident, mais qui était quasiment imprévisible. Je prends l'exemple de la vache folle. C'est vraiment un nouvel agent qui émerge, et on pourrait prendre, dans le domaine sanitaire, on pourrait bien prendre bien d'autres agents. La deuxième, et là, c'est l'imprévisibilité, et donc, de nouveau, les sciences réglementaires doivent être à l'écoute, avoir ces parapluies les plus ouverts possibles, ces paraboles de satellites, pas les parapluies, c'est justement l'inverse. Donc, voilà, donc, vraiment les paraboles de toute la détection de signal possible, ouvertes par tous les moyens possibles. Et on a vu avec tous les satellites de Tony tout à l'heure qu'il y a de quoi faire en la matière, en termes d'être aussi alerté que possible. Pour moi, la deuxième source de crise, elle est en réalité liée à des malversations, à des comportements anormaux, je dirais, à des manques d'information, à des manques de transparence. Et peut-être on pourrait retrouver la crise du glyphosate, par exemple, ici, parce que là, on est dans un deuxième secteur, mais je vais quitter mon domaine de compétences, donc je n'irai pas plus loin. Mais pour moi, il y a très clairement deux risques de crise. La crise du risque liée à l'incertitude et au nouveau risque qui apparaît, et à l'inverse, la crise où on va persister parce que on est pris en défaut d'un système qui n'a pas fonctionné. Et que là, par contre, c'est une erreur c'est beaucoup plus une erreur de gestion et de prise en compte de l'accident une fois qu'il est apparu. Merci, Dominique Debié. Comme ça, on pourra ouvrir la discussion générale. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Dominique Debié. Je suis représentante d'une association qui s'appelle Europadonna, qui est dans le cancer du sein. C'est une association donc en France, mais qui fait partie d'une coalition européenne qui représente 47 pays. Donc, nous avons aussi une vision assez européenne du sujet. Alors, dans une vie antérieure, j'ai été pharmacien et je me suis occupé d'affaires réglementaires. Donc, j'avoue qu'à l'époque, on ne parlait pas du tout de ça. Donc, pour moi, c'était normal. Il y avait des normes, il y avait des règlements et on les appliquait, si vous voulez. C'était grossièrement le but du jeu. Maintenant, je suis passée de l'autre côté de la barrière. Je suis patiente ou impatiente, je ne sais pas. Et on passe notre temps à gérer des crises. Vous voyez, c'est pas... Nous, les patients nous appellent et nous disent c'est la catastrophe. Alors, on a une crise actuellement qui n'est pas tout à fait dans le domaine du médicament, mais qui est dans le domaine de la mammographie, puisque nous défendons, notre ADN, je dirais, défend, ce n'est pas de la prévention, mais la détection des cancers du sein. Et on se fait attaquer très violemment actuellement par des gens qui nous disent « Vous êtes très très méchants, vous êtes liés à l'industrie pharmaceutique et vous envisagez de tuer des patientes à leur faire des mammographies. » Et on est complètement désemparés. Donc si vous voulez, enfin, il n'y a pas que les affaires règlements, il n'y a pas que les autorités. C'est très compliqué à gérer, les crises. Alors après, il y a des crises qui concernent le cancer du sein. On en a eu une crise récemment sur docétaxel. Générique d'un produit, gros problème, effet secondaire. Les médecins disent on ne l'utilise plus, les patients disent on ne veut plus être injecté, et c'est la panique, si vous voulez. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'association de patients ? On essaye d'expliquer un certain nombre de choses, on travaille avec l'Agence du médicament, on essaye vraiment de regarder la communication. Alors, on est souvent dans l'information, les autorités, au moins françaises, nous informent bien, mais on est très peu dans l'émission de la communication. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas notre avis. Alors, on voit arriver des trucs qui sont absolument illisibles, incompréhensibles, et que n'importe quel patient de base ne peut pas comprendre. Donc, c'est pas... Voilà, je dirais que c'est un peu mon message, c'est que il faut que les associations de patients soient impliquées très tôt pour peut-être éviter des crises de mauvaises informations. Mais c'est très compliqué, je reconnais. Et puis, il y a quelques cas célèbres, vous en parlerez cet après-midi, des paquines. L'évothyrox, c'est un superbe cas, si vous voulez, on peut parler des heures. Ça a été très malmené depuis le début, et puis c'est encore malmené maintenant, si vous voulez. Donc, on ne sait pas comment on va s'en tirer. C'est pas... donc, tout ça pour vous dire que ce que j'ai appris ce matin, il y a certains mots, c'est transparency. Je crois que là-dessus, pour moi qui suis une vieille des affaires réglementaires,
je dirais qu'on était beaucoup plus légaliste, c'est-à-dire qu'on considérait que c'était normal qu'il y ait des règlements et on ne savait pas pourquoi ils étaient là, mais on les suivait, si vous voulez. Et puis maintenant, c'est plus possible. Enfin, si vous voulez, on a vraiment besoin, je pense, parce que le monde a changé, d'être beaucoup plus dans la transparence, de comprendre, et c'est très compliqué hein, à tous les niveaux, aussi bien dans les conflits d'intérêts, dans les liens d'intérêts, dans comment les choses sont montées, mais c'est intéressant de savoir qu'à l'IMIA, maintenant, il y a beaucoup plus de transparence dans les données. Et puis après, il y a l'approche, moi, il y a une autre notion qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion de la FDA et aussi peut-être de certaines agences réglementaires, qui est le public commons. Ça veut dire qu'on a besoin de faire remonter des choses du public. Alors c'est vrai qu'il faut faire le tri, tout n'est pas intelligent. Hein. Il y a des gens très intelligents qui trouvent que les commentaires du public sont parfois idiots, mais souvent dans la bêtise, il y a des choses vraies. Vous voyez, c'est pas, donc faut pas hésiter à... C'est vrai que c'est un peu le problème, hein, mais c'est vrai que c'est important. Et on arrive vers le vrai fond bien basique, ça fait du bien de temps en temps, vous voyez. Et puis après, je crois que la crise de confiance que je ressens et qui est très compliquée pour moi, parce que si vous voulez, je vous explique, moi je suis pharmacien, j'ai des affaires réglementaires, j'ai mis sur le marché des médicaments, si vous voulez, je sais ce qu'il y a dans les dossiers. Il y a des choses effrayantes qui sont dites. Ça veut dire que vraiment, les gens ne se rendent pas compte et c'est très difficile de faire la pédagogie. Enfin, moi j'essaye beaucoup parce qu'on a des coups de fil de patientes, on parle aux patientes, etc. La pédagogie, expliquer que le principe, c'est pas de mettre sur le marché des choses qui vont tuer les patients. C'est un truc bête à dire, mais c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que la notion aussi de real world evidence, je pense que c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se rendent compte qu'il y a des données et il faut qu'ils participent, je pense, à l'émission des données. Voilà, c'était un peu mon discours, je dirais, avant d'ouvrir, je pense, une discussion intéressante. Merci. Alors, je propose que nous ouvrions la discussion générale. Il y a vraiment plusieurs choses qui ont été mises sur la table. Si on part de la fin, c'est à la question notamment de la participation des associations, des stakeholders dont il a été question bien avant. On voit qu'en France, on a encore une marge de progression extrêmement importante si on devait comparer à ce qui se pratique dans certains pays européens et encore plus aux États-Unis. La question de l'inertie des questions qui sont posées, des méthodes, etc., est une question fondamentale, je pense, parce que effectivement, si la science réglementaire s'auto-réfère par rapport à des règlements, des lignes directrices, aujourd'hui, elle évolue dans un environnement où il y a d'autres acteurs, justement, et qui ne posent pas forcément les mêmes questions. Ça peut être des acteurs associatifs pour prendre en compte des problèmes qui ne sont pas pris en compte, mais ça peut être aussi des transformations politiques, c'est ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, avec peut-être un souci plus important de l'impact économique des décisions réglementaires qui vont impacter énormément le travail scientifique. Je suis aussi au conseil scientifique de l'ANSES et je sais un certain nombre de discussions que nous avons et ce qui se dessine à l'horizon. Donc voilà quelques tensions. Donc à vous la parole sur ce qui peut-être a été dit ou sur d'autres aspects. N'hésitez pas. Bonjour Isabelle Heard. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'on a beaucoup de retard sur la participation des patients. Je ne parle pas des patients. Non, enfin des associations de patients. Il y a quand même, on a été pionnier dans le domaine du VIH. On a été le pays qui a le plus associé, et dès le début de l'épidémie, les patients, les associations de patients. Et je suis d'ailleurs étonnée que dans cette assemblée, il y ait personne qui vienne représenter cette avancée qui nous a permis aussi de faire passer, les patients étaient au courant des essais, étaient participés aux essais, et c'est comme ça qu'on a pu, quand on a commencé à avoir des médicaments, mettre en place des traitements qu'ils pouvaient prendre, on faisait très attention à ce qu'ils les acceptent, et il y a eu une participation extrêmement forte des associations, AIDS, ACT UP, qui a permis que la France soit un des pays pionniers dans la mise au point des médicaments et dans l'adhérence. Enfin, on avait construit des consultations pour que les patients prennent bien leurs médicaments. Donc, je trouve qu'on oublie là, dans cette discussion, quelque chose qui a été fondamental et pour lequel on a été vraiment pionnier. Alors,
Vous avez tout à fait raison, madame, hein. C'est le meilleur des exemples. Et d'ailleurs, là j'ai peut-être été un petit peu critique, on nous demande, nous en tant qu'association de patients, de relire des protocoles d'études cliniques et de participer à tout ce qui est consentement éclairé. La Ligue contre le cancer a mis en place un groupe, etc. Mais c'est vrai que l'exemple du sida est un exemple qui est très bien, mais qui a été un petit peu exceptionnel, je pense. Je veux dire, il y a peu d'autres exemples, c'est ça. Je veux dire, c'est d'une façon plus... Mais ça a été moteur, enfin, capital. Non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Mais juste pour reprendre des dates, l'arrivée des associations de patients et des associations de professionnels je ne parle que du médicament toujours, hein, bien sûr, mais dans les comités, c'est 2007 pour le premier comité à l'Agence européenne sur les médicaments de thérapie innovantes, et c'est 2010 avec l'arrivée du PRAC derrière. Donc c'est quand même, c'est de ce siècle, hein, on va dire. Donc voilà, c'est peut-être tout à fait récent. Oui. Non, mais peut-être juste un mot. Vous avez parfaitement raison sur le cas du sida qui a été étudié. Mais là, nous parlons de différents domaines. Nous ne parlons pas que d'associations de patients. C'est vrai que moi, je travaille plutôt... comme je travaille plutôt sur les questions de santé-environnement ou santé au travail, si on prend les syndicats et leur implication, par rapport à une gouvernance qui est très théorisée aujourd'hui, qui a été théorisée à l'échelle européenne, sur la participation des stakeholders, nous avons par exemple, par rapport aux Américains, et vous faisiez le commentaire, le fait qu'il y ait des commentaires publics sur les rapports qui sont produits, qui est une pratique absolument courante aux États-Unis. Nous l'avons eu pour quelques rapports, mais ce n'est pas une pratique courante. Voilà un exemple. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a rien qui est fait, et des collègues de l'ANSES qui portent ces causes-là et qui essayent vraiment de faire beaucoup de choses, je crois qu'il faut leur rendre justice. Bonjour, donc Philippe Canel, je suis également membre du conseil scientifique de l'ANSES et j'ai un autre regard aussi puisque je suis le président du conseil scientifique de l'Agence de santé publique France. Et c'est de ces deux regards que je voudrais rebondir sur l'intervention de Pierre-Benoît Joly sur un point qui m'a particulièrement intéressé, c'est quand vous développez le fait que la norme de preuve utilisée par une agence comme l'ANSES, dans le champ de la santé environnementale, est quand même basée sur un autoréférentiel et des lignes directrices qui sont produites finalement par la science réglementaire. Et l'exemple du glyphosate que vous avez développé est particulièrement illustratif puisque selon le référentiel ou le point de vue finalement qui sous-tend le référentiel qu'on va adopter, on peut arriver sur un socle de connaissances, un peu flou, mais enfin un peu commun, à des positions assez différentes. Et d'une certaine manière, la question que je me pose, c'est mais de quelle régulation parle-t-on ? Parce qu'on parle de sciences régulatrices ou régulatoires, de produits, de substances. Mais on a vu aussi que dans la vraie vie, dans le vrai monde, ou plus particulièrement dans la vraie vie, la question c'est quels sont les usages qui sont faits de ces substances. Or cette question des usages, qui renvoie la question évidemment dans le champ de l'environnement santé, aux co-expositions, aux synergies, aux interactions, à la fois dans le chimique, dans le biologique, entre familles, est complètement hors de portée aujourd'hui de la science régulatrice, ou en tous les cas, elle ne fait pas partie des référentiels. Et c'est bien ça qui est questionné aujourd'hui, dans les pratiques et dans les risques. Et donc voilà, je termine là-dessus. Je me dis qu'aussi, il me semble qu'il y a deux choses. Il y a la capacité de la science régulatoire à évoluer dans ces référentiels pour coller au mieux à la fois aux avancées des connaissances, mais aussi aux questionnements sociales qui nous sont faites. Et puis, il y a aussi de voir quelle est la finalité finalement, à quelle réponse véritablement veut-on répondre. Est-ce qu'on veut réguler un marché, est-ce qu'on veut réguler un produit, ou est-ce qu'on veut, in fine, protéger de manière plus efficace finalement la santé publique vis-à-vis de ces produits. Je vais essayer de
de réagir brièvement, parce qu'on pourrait beaucoup en discuter. Bon, moi, je me suis intéressé à l'expertise en commençant par les OGM en 1993. Donc ça fait une grosse vingtaine d'années. Hein. Ce qu'on a vu quand on a analysé la CGB, le fonctionnement de la commission de génie biomoléculaire à l'époque, c'était que quelque chose qui était vraiment très important, c'est ce qu'Alexis Roy, dans son livre, a appelé la philosophie de l'action. C'est-à-dire pourquoi on est là. Et ça correspond à ce que vous venez de dire. Pourquoi on était là à la CGB à l'époque, c'était pour construire un cadre favorable à l'innovation. C'était ça le cadre qui était partagé par les experts. Et je ne leur jette pas la pierre, mais on travaillait dans ce sens. Et quand on travaille dans ce sens, eh bien, on travaille d'une certaine façon. Donc du coup, cet aspect de finalement, quel est le cadre dans lequel on se situe et quelle est ce qu'on peut appeler la philosophie de l'action est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc à partir de là, effectivement, on peut voir qu'il y a des effets d'éviction assez forts et qu'on peut tracer, qu'on peut analyser. Donc les effets cocktails, c'est quelque chose qui est assez massif, quoi. Et la façon... Donc là, je renvoie notamment aux travaux de nos collègues Jean-Noël Jouzel et François Dedieu sur la production de l'ignorance autour des pesticides. Ils ont fait un très beau travail empirique sur la façon dont le système lui-même en fait, génère des angles morts. Et effectivement, la non prise en compte des effets cocktails, mais le non suivi pendant très longtemps, en fait, l'absence de registre sur le cancer, enfin, une série d'éléments assez évidents qui ont été bloqués pour des raisons qui tiennent à la fois à l'emprise d'intérêt économique sur certaines parties, mais aussi à certaines façons de voir. Et donc, si je reprends l'affaire Serralini, ce qui est intéressant, c'est que... Enfin, je ne veux pas être trop long là-dessus, hein, mais il y a vraiment une épaisseur. C'est pas juste... enfin voilà, ce que je veux dire, c'est pas juste... Il y a des méchants, Monsanto, etc. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que je ne crois pas que pour ces questions, il y ait quelque chose qu'on puisse appeler l'évidence, les faits. En fait, les faits, ils sont toujours construits à partir d'un cadre que l'on se donne. Moi, l'un de mes premiers travaux, ça a été sur le comité Dormont, donc... Et j'ai énormément appris et je me suis beaucoup intéressé à la raison pour laquelle le comité Dormont et le comité européen n'avaient pas la même position sur la question de la levée de l'embargo de la viande anglaise. Alors on pouvait dire le comité Dormont, il est vendu aux intérêts économiques. Non. C'est que la façon, le socle de connaissances et l'interprétation étaient tout à fait différentes. On était dans des domaines où il n'y avait pas de standardisation. Donc c'était intéressant. Et quand on regarde des situations d'expertise divergentes, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a un comité qui a bien travaillé, l'autre non. Non, on n'a pas travaillé de la même façon. Et on ne peut pas dire qu'il y ait un comité qui soit soumis plus que l'autre. Donc, du coup, c'est vraiment un enjeu pour la science réglementaire de travailler selon des normes qui sont établies. Parce que sinon, on va avoir sans cesse, en fait, je pousse un peu, mais pas trop, hein, des opinions de comités qui seront discordantes. Donc sur les OGM, en fait, le socle, ça a été le principe d'équivalence en substance, c'est-à-dire de dire qu'un OGM est équivalent à un non-OGM au gène introduit près, mais il n'y a pas de propriété liée au caractère OGM en tant que tel. Ça, c'est vraiment ce qui a été construit dans le cadre de l'OCDE, ce qui fait qu'au départ, on n'a pas fait de tests toxicologiques sur les OGM. C'est progressivement qu'on a introduit les tests toxicologiques, mais les tests, ils sont à 90 jours. Je ne dis pas qu'il faut faire, hein, mais à 90 jours, c'est grosso modo l'équivalent de 8 ans, hein, je crois, si on fait l'équivalent du rat et de l'homme, pour voir la question du cancer, c'est probablement pas très pertinent. Donc du coup, comme ces questions, elles ont été systématiquement repoussées par les personnes en place et les personnes qui font les protocoles, etc. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de discussions sur mais monsieur, vous ne croyez pas au protocole, donc on ne pouvait pas sortir du protocole, on ne pouvait pas
dans certaines instances, poser des questions en dehors du protocole. Parce que, effectivement, si on sort du protocole, on est dans une zone où beaucoup de choses sont possibles, c'est clair. Et donc du coup, cette question, effectivement, de la construction des protocoles et de l'inertie des protocoles, c'est une question qui est essentielle et qui est très compliquée. Et on voit qu'un certain nombre d'impasses aujourd'hui, elles sont liées à cela. Mais ça reboucle sur les questions de qu'est-ce qu'on cherche et quelle est la philosophie de l'action. Parce que si on s'intéresse au risque qui est couru par les personnes qui sont exposées, on ne va pas, effectivement, l'effet cocktail, des expositions diverses et variées, c'est quelque chose qui est évident et qu'il faut regarder en premier, quoi. Oui, juste très rapidement. Donc, je vais me représenter plus en détail, comme ça, ça justifiera mon intervention. Donc, Cécile Michel, je travaille à l'ANSES dans l'unité d'évaluation des substances chimiques et je suis responsable de l'implémentation du règlement REACH en France. Et je connais un certain nombre d'intervenants dans cette salle puisque je suis aussi, quand mon emploi du temps le permet, mais néanmoins je suis quand même représentante de mes pairs auprès du conseil scientifique de l'agence pour laquelle je travaille, l'ANSES. Donc par rapport à ce qui a été dit, je voulais rajouter deux choses par rapport à l'intervention de M. Quesnel et par rapport à ce que disait Soraya. Donc, dans le cadre de REACH, il y a systématiquement des consultations publiques qui sont effectuées sur les dossiers qui sont proposés par les États membres. Et si j'en parle, c'est parce que malheureusement, en général, on est assez déçus du nombre d'informations qu'on récolte. Les industriels se sont organisés pour répondre à ces consultations publiques. Ils le font de manière de plus en plus intelligente, je dirais, parce que nous, on a beaucoup craint sur les derniers dossiers qu'on a déposés, par exemple l'identification du bisphénol A en tant que perturbateur endocrinien. On a beaucoup craint que les industriels nous noient sous des commentaires et bloquent complètement le système. Parce que je remercie les interventions qui ont été faites. On a quand même des moyens humains qui sont très limités pour faire ce qu'on fait. Et contrairement donc à mes craintes, les industriels ont vraiment joué le jeu et ils se sont rassemblés pour nous faire des commentaires qui étaient légitimes et donc de bonne tenue, qui nous ont permis de les prendre en compte. Mais la société civile a très peu réagi, par exemple. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Par rapport aux remarques qui ont été faites quant au référentiel sur les usages, je pense que dans le cadre de REACH, le médicament, c'est assez simple. Oui, on a une indication thérapeutique et puis après, il y a les problématiques de mésusage, mais enfin, normalement, c'est relativement circonscrit. Quand on passe aux pesticides, c'est déjà un petit peu plus complexe. Il y a des usages qui sont déjà un peu plus variés, mais c'est pareil, ils sont relativement circonscrits. Dans le cadre de REACH, qui est donc la réglementation qui récupère tout ce que les autres réglementations n'ont pas pris en compte, il y a eu une réflexion européenne et donc il y a bien des référentiels qui existent avec une codification très importante et un travail phénoménal qui est fait par les industries pour codifier les usages. Puisqu'on se retrouve donc avec des usages extrêmement variés et donc il y a eu un travail proposés, je ne sais pas par qui ont eu des idées merveilleuses de prog, je vous en parlerai même pas cet après-midi, c'est extrêmement complexe. Et les industriels ont donc codifié tous leurs usages avec les utilisateurs en aval qui sont censés faire remonter les informations. Autant vous dire, ça ne marche pas du tout. On se retrouve avec des dossiers qui sont imbuvables, imbitables. On n'a aucune idée de la manière dont sont utilisées les substances. Les industriels ont passé vraiment une énergie folle, je pense, pour répondre aux normes qui leur ont été imposées. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas de solution pour... c'est quelque chose de très complexe. Il y a une solution au niveau européen, ça a été les substances of very high concern. Donc, de dire, quand une substance est très préoccupante, on ne s'intéresse pas aux usages au niveau européen. On va la réglementer sur la base de ses dangers. Parce que les usages, c'est volatile. Voilà, et puis, c'est compliqué pour nous de... Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il y a quand même un effort qui est fait, y compris au niveau réglementaire, mais qu'on n'y est pas et que les solutions qui ont été apportées sont loin d'être optimales. Voilà. Et la dernière chose, je me posais la question par rapport aux crises. On sait assez bien au niveau français le retentissement que ça a. Moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt. La réglementation, elle est avant tout européenne. Je me demandais dans quelle mesure... est-ce qu'on sait comment c'est tout ça? Quelles sont les répercussions au niveau européen? Est-ce qu'il y a des unes de journaux tchèques, espagnols ou grecs
sur le glyphosate, sur les perturbateurs endocriniens. Voilà, merci. Je ne peux pas répondre en détail, mais en tout cas, le Parlement européen s'en est saisi. Et donc, c'est une crise qui est européenne et c'est un dossier qui est très lourd au niveau européen. Et donc, l'Italie va voter contre. Enfin, donc, c'est pas simplement la France de son côté. Je pense que ça partage les différents États membres. C'est un dossier qui est très... Et voilà, et il y a un conflit interne en Europe sur ces questions. Oui, bonjour à tous. Mathieu Le Tourneur, je suis étudiant en droit des biotechnologies à l'université d'Evry. Donc ma question sera peut-être un peu plus juridique. Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur la responsabilité des agences, savoir si elles ont une responsabilité légale, et notamment à travers le principe de précaution qui s'applique depuis un certain temps aujourd'hui? Dans le domaine biotechnologie et médicaments, non. D'abord, la notion de principe de précaution est gérée par l'autorisation de mise sur le marché. Et si en biotechnologie, on veut utiliser des cellules génétiquement modifiées pour faire produire tel produit, ou si on veut même utiliser des animaux transgéniques pour la production de tel produit, eh bien, les animaux, les cellules en question vont être dans des environnements classés. Conformément à des normes qui ont été établies pour les OGM ou tout ce qui est censément devoir être contrôlé en termes de risque de flux de gènes et autres, donc installation classée. Et le produit qui en dérive, eh bien, il est évalué sur la base de son évaluation bénéfice-risque comme n'importe quel autre produit. Alors maintenant, l'utilisation des biotechnologies dans les autres procédés des produits de la vie, j'ai envie de dire, ça je ne peux pas vous dire. Mais a priori, aujourd'hui, les agences, en termes de responsabilité, le fait d'octroyer une autorisation de mise sur le marché à un produit, c'est une réponse juridique très rapide, n'enlève pas la responsabilité du titulaire de l'AMM des défauts qualité produit ou de tout accident qui pourrait intervenir sur ce produit. Juste peut-être un complément. Moi, il me semble que le premier risque pour les agences, il n'est pas tant juridique que institutionnel et de crédibilité, en fait. C'est un risque d'image, hein, et donc et on voit. J'avais contribué avant que l'ANSES existe, hein, au règlement intérieur concernant l'application de la norme de qualité de l'expertise. Bon, il y a un travail colossal et les agences sont de toutes parts extrêmement vigilantes sur les conditions de réalisation de l'expertise, parce que on le voit dans les journaux tous les jours, effectivement, les questions de conflit d'intérêts, mais il peut y avoir différentes questions qui sont et qui pour les agences sont vraiment un risque extrêmement important. Oui, j'en profite juste pour faire une toute petite remarque, je pense, sur ce qui n'a pas été, ce qui a été suggéré dans les commentaires et discussions là, mais qui peut-être mérite d'être repointé. C'est la notion de temporalité de l'accès à la connaissance quand on a besoin de prendre une décision. Parce que je trouve qu'une des difficultés qu'on a, c'est que le temps de la recherche n'est pas celui du temps de la décision en santé publique. C'est-à-dire qu'on est souvent pressé, et, bon, la table ronde, c'est une science sous pression, non, je ne sais plus comment. Sous tension. Sous tension, voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, comment fait-on pour mettre à disposition la connaissance, même quand elle existe, et on connaît toutes les incertitudes, les zones d'ombre, l'ignorance, etc., tout ce qui a été dit, mais même quand on a quelque chose, pour la mettre à disposition, pour permettre aux décideurs de prendre des décisions en temps voulu, sous pression sociétale, je dirais. Médias, usagers, etc. Et je trouve que c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que comment faire, nous, et dans le cadre de ce programme, on l'a dit suffisamment depuis ce matin, c'est comment faire pour mobiliser les acteurs de la recherche, ou les experts, souvent un petit peu un monde un peu confondu quand même,
pour qu'ils puissent apporter une réponse en temps voulu. Parce qu'on le voit bien, par exemple, pour l'histoire de hépatite B et... vaccination contre hépatite B et maladie démyélinisante, sclérose en plaques, le temps qu'il a fallu pour arriver... alors, en plus, c'est très compliqué d'arriver à montrer qu'il n'y a pas de relation quelque part. Ça, on sait que c'est même quasiment impossible. Mais enfin, on voit bien que la crise a démarré au moment de la campagne, juste après la campagne de masse de vaccination, à la fin des années 90, début 2000, et qu'il a fallu quand même accumuler plusieurs années d'expérience pour montrer que finalement, il n'y avait probablement pas de lien, en sachant avec toutes les restrictions qu'il y a quand on dit ça sur un plan statistique, mais sans rentrer dans le détail. Et donc la crise, elle avait éclaté bien avant. Voilà. Et les décisions ont été prises par le ministre de l'époque, alors même qu'il avait quelques biscuits quand même, mais pas beaucoup. Et donc je pense que c'est vraiment ça, pour moi, le challenge, entre guillemets, qui se pose à nous dans les années à venir. C'est comment faire pour que le système, c'est probablement un problème à la fois d'organisation et puis, je dirais, d'état d'esprit aussi, c'est de dire comment orienter une partie des productions scientifiques vers quelque chose qui est un objet, comme ça a été bien rappelé, qui est pour, finalement, la santé publique. Tu as une réponse, peut-être Philippe. Cette vaste question. Ça a été évoqué et suggéré ce matin, je suis désolé par notre premier intervenant, M. Humphrey, c'est que les outils qu'on utilise traditionnellement pour produire de la connaissance ou évaluer des risques sont plus forcément toujours adaptés justement à l'urgence des questions qui nous sont posées. Et ça renvoie aussi à l'innovation des méthodes et des outils pour pouvoir exploiter au mieux des données qu'on n'a jamais suffisamment fait parler, qu'on n'a pas fait parler suffisamment jusqu'à présent. Donc évidemment, c'est toute la question Big Science sur l'utilisation de toutes ces bases de données, l'interopérabilité, etc. Et donc ça veut dire que, je ne dis pas que la réponse est là, mais en partie dans ta question, un des enjeux pour la science régulatoire, je ne sais toujours pas si on dit tri ou toire, mais bon, ça va être probablement aussi de s'attaquer à des développements méthodologiques qui vont permettre peut-être... pas forcément de résoudre cette question-là, mais en tous les cas d'apporter des éléments de réponse, parce qu'on voit bien dans le champ de la pharmacovigilance, entre mettre en place une étude cas témoin, voire une étude de cohorte qui va produire des réponses à quelques années, et l'exploitation de bases de données sur lesquelles on peut déjà avoir des éléments suffisamment évocateurs, il y a des gains de temps qui peuvent être formidables, quoi. La réponse n'est pas entièrement là, mais en partie. Et donc là, il y a un enjeu de recherche sur la méthodologie à développer, quoi. Et on revient toujours au même problème, c'est-à-dire quelles sont les méthodes scientifiques qui peuvent aider à la prise de décision d'une part, et éventuellement au suivi des prises de décision avec une possibilité de revenir sur la décision précédente, parce que ça finalement ça n'était pas aussi efficace que ça, ou c'était finalement plus risqué que ce que l'on ne pensait. Mais bon, et donc on revient à mes deux notions. La première crise, c'est la crise de ça, c'est l'inconnu qui nous explose à la figure, et là personne n'était à l'abri de ça. Et la deuxième crise, ça sera la crise de confiance, parce qu'on voudra entretenir le déni de ce nouvel accident qui est apparu et que là, on ne veut pas reconnaître. Donc, pour moi, oui. Allez, juste là-dessus, en fait, oui, cette question des temporalités, elle est extrêmement importante, et on voit qu'il y a beaucoup de mal à articuler, effectivement, un temps long de la production des connaissances, de l'évolution effectivement du socle, et puis ce temps effectivement de réponse dans l'urgence, parce qu'il y a une temporalité. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais sur la question de l'imprévu, en fait, la question c'est celle de l'écoute des signaux faibles. Si je reprends juste le cas de la vache folle, effectivement, la grosse crise c'est 96. En 91, il y a une première crise. Il y a un rapport signé par Dominique Dormont, remis à l'univers Curie en 1993, où Dominique Dormont dit on ne sait pas grand-chose sur ce truc-là. Si jamais il y a un problème, ce sera une crise majeure. Les organismes de recherche, dont l'INRA, l'INSERM, etc., n'ont rien fait, et le CEA
à demander à Dormont qu'il arrête ses recherches sur le prion. Bon, donc, et je pense un rapport très important, c'est Life Lessons from Early Warning, le rapport de l'Agence européenne de l'environnement, qui documente toute une série de cas où on n'a pas su écouter les signaux faibles. Alors, ce qui ne veut pas dire que, enfin voilà, chaque fois qu'il y a un signal, ça va être une crise, mais il y a un vrai sujet. Oui, Nathalie Jass, je suis chercheure à l'INRA et je vais intervenir cet après-midi. Je reparlerai de ces questions de temporalité, mais il y a une chose que je voudrais souligner quand même. Quand on a des crises, très souvent, enfin pas toujours, mais ça peut être aussi des révélateurs de la crise, peut être des révélateurs de modes de fonctionnement quotidien, habituel, et de difficultés aussi habituelles dans les pratiques de l'expertise, ou des sciences de régulation, ou de la pratique de régulation. Et on peut aussi interpréter, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui autour des perturbateurs endocriniens, autour du glyphosate, comme des révélateurs de modes de fonctionnement de l'expertise, mais plutôt de la production de la régulation dans son ensemble, et qui peuvent avoir des problèmes, qui peuvent poser des problèmes, ou en tout cas qui rencontrent des difficultés, que ce ne soit que de moyens, ces difficultés de protocole, que ce soit aussi des jeux d'influence, parce que malgré tout, il ne faut pas les écarter, des difficultés de type politique. Et je rappelle qu'il y a à peu près 1 an et demi, la DG Sanco et l'EFSA ont été, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire condamnés, mais en tout cas mis à l'index par le médiateur européen, qui suite à des plaintes d'ONG, ont été donc le médiateur européen a donné 2 ans à l'EFSA et la DG Sanco pour mettre à jour ces dossiers pesticides, parce qu'elles ne respectaient pas, ils ont considéré que les plaintes des ONG étaient fondées, les protocoles mis en place pour évaluer ces pesticides et leur toxicité, et faire leur travail d'évaluation des risques. Et les ONG avaient porté plainte sur 10 pesticides, et la conclusion du médiateur européen était qu'il fallait revoir tous les dossiers. Donc c'est sans doute un tout petit peu compliqué. Ça ne veut pas dire nécessairement que les agences ne font pas bien leur travail, mais qu'il y a des formes de dysfonctionnement, il y a des formes de saturation de travail, il y a des formes aussi de protocole, il y a tout un ensemble de choses qui disent. Et donc le glyphosate, pour moi, en tout cas une de mes interprétations, c'est aussi un signe qui arrive et qui prend une ampleur politique, parce que c'est des enjeux économiques colossaux, et ça n'aurait pas autant d'importance si ce n'était pas des enjeux qui sont bien au-delà de l'Europe, et qui ont des conséquences bien au-delà d'Europe et bien au-delà des pratiques agricoles. C'est aussi lié au système de production de viande, c'est vraiment des enjeux en cascade colossaux, hyper systémiques. Mais c'est aussi le signe révélateur de monde de fonctionnement. Par ailleurs, qui peuvent être difficiles et qui sont pointés depuis plusieurs années, voire un peu plus longtemps, sans que ça soit limité, sans que les problèmes sans que les gens fassent nécessairement mal leur travail dans les agences. J'insiste là-dessus. Par ailleurs, il y a des travaux en sociologie qui montrent que dans les systèmes ou sciences politiques, dans les systèmes de régulation et de production de connaissances, la crise peut devenir un mode normal de gestion quand justement on n'a plus les moyens, ou pas assez les moyens, ou les problèmes sont trop complexes, et que donc la crise devient le mode de travail quotidien, c'est-à-dire qu'on va d'une crise à une autre. Voilà. Merci Nathalie. Alors on va s'arrêter là. Je pense que c'était important de rappeler que la science réglementaire dont on parle est sous tension, et on en a vu un certain nombre, et de finir par le fait que effectivement ce n'est pas qu'une question de production de savoir. Je pense que c'est toujours intéressant de comparer au cas du climat. C'est pas parce qu'on aura beaucoup de savoir, que les scientifiques auront très bien fait leur travail, que la décision politique suivra, parce que les enjeux, justement, sont multiples, cognitifs, politiques, économiques, et ce sont des dimensions dans la recherche, je pense, dans un projet comme Princeps, mais au-delà, dont il faut absolument tenir compte.